BFM Business, Good Morning Business, l'interview. La taxe sur le super profit des entreprises, une nouvelle fois rejetée par les parlementaires après les députés la semaine dernière. Les sénateurs ont repoussé cette proposition hier. Proposition qui consistait à taxer les bénéfices exceptionnels réalisés en raison de la flambée du prix de l'énergie. On va en parler avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, professeur à l'Université de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. La France ne va pas instaurer une taxe sur les super profits des entreprises alors que plusieurs pays européens ont choisi de le faire. Italie, Espagne, même la Grande-Bretagne. C'est plutôt rare, cette configuration. D'habitude, la France est le premier pays à appuyer sur le bouton fiscal. Oui, c'est plutôt étonnant. On aurait pu s'attendre à ce que la France, pour une fois, évidemment, soit avec les autres pays sur cette idée-là. Alors, il faut dire aussi que quand vous regardez les chiffres de l'OCDE sur le taux effectif moyen d'impôt sur les entreprises, nous, on est au taquet, on est à 30%. Les Royaumes-Unis, effectivement, qui a fait une taxe, ils sont qu'à 18%. Donc, nous, on a déjà des impôts qui sont assez élevés. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être une partie de l'explication. On nous explique aussi que Total, par exemple, réalise une petite partie de son activité en France et que taxer Total en France, ça n'aurait pas un... Alors, c'est là qu'il faut faire un peu de pédagogie parce qu'il y a quand même énormément de démagogie sur ces questions. D'abord, la notion même de super profit, ça n'existe pas. C'est pas, ou alors on pourrait parler d'effet de rente s'il y avait des monopoles, mais c'est un peu particulier. Il se trouve que là, il y a une crise de l'offre. Qui est due évidemment aux conditions qu'on connaît géopolitiques et qui fait que les entreprises qui œuvrent dans ce secteur, tout d'un coup, ont des marges qui explosent. Alors, 80% de l'activité de Total, c'est en dehors de la France, c'est à l'international, c'est de l'extraction. Et c'est ça qui est extrêmement rentable. Et sur cette activité, les taxes sont extrêmement fortes. Par exemple, ils payent 600 millions de taxes en Angola, ils ont payé 500 millions en Norvège. Donc, il y a 21 millions de taxes qui sont payées mondialement par Total. Bon, et les activités qui sont en France, c'est quoi ? C'est évidemment le raffinage et la distribution. Et ça, très souvent, ça fait quasiment pas de marge, voire c'est négatif. Cette année, Total gagne de l'argent, mais en 2015-2016, ils en perdaient, et je crois en 2020 ou en 2021 aussi. Donc en fait, il y a plein d'années où Total perd de l'argent parce que les investissements pour l'extraction, c'est des investissements de plusieurs milliards. C'est évidemment un business extrêmement compliqué. Les prix, c'est pas eux qui les font. Il n'y a pas de spéculation. On parle souvent de spéculation, ce qui est un mot très très fort. Mais eux, c'est pas eux qui font les prix. C'est des prix qui sont fixés, notamment à Rotterdam. Donc, il faut essayer de comprendre le mécanisme qui fait que, contrairement à ce qu'on dit, Total, d'ailleurs, paye des impôts. Ils en payent 2 milliards en France si on fait toutes les cotisations et puis tout ce qu'il y a autour des dividendes. Il y a quand même un gros sentiment d'injustice du côté des consommateurs. Les marges de raffinage des groupes pétroliers ont explosé. Elles n'ont pas progressé de manière linéaire avec la hausse des prix du pétrole. Elles ont été multipliées par 9, 10, parfois plus pour certains groupes pétroliers. Pourquoi ? Oui, alors parce que c'est lié au mécanisme de fixation des prix. En temps normal, je crois la marge à la tonne, elle est autour de 10 $. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a explosé peut-être à 140, quelque chose comme ça. C'est des chiffres à peu près. Et en fait, c'est pas eux qui l'ont décidé. C'est-à-dire que c'est pas eux qui fixent le prix. Le prix, il est fixé, encore une fois, au niveau de la zone, voire au niveau mondial. Donc, c'est pas eux qui vont dire « Ah, nous, on va augmenter les prix. » Et comme ça va nous faire plus de marge. Mais le fait est qu'en effet, cette année, ils bondissent. Bon, quand Total perdra de l'argent, on perdra pas. On n'ira pas pleurer. Il y a quand même une autre question, peut-être que vous allez me poser, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent, du profit Total ? Évidemment, il en distribue une partie aux actionnaires, mais il doit financer aussi un incroyable changement de modèle, puisqu'il a décidé qu'il allait à terme sortir des hydrocarbures. Et ça, c'est des investissements énormes. Donc ces bénéfices, ils sont utilisés pour ces investissements. Distribuer de l'argent aux actionnaires. Là, vous avez agité le chiffon rouge. La gauche française a l'intention de bien revenir à la charge sur cette question des super profits. LFI annonce que ça sera de nouveau sur la table à la rentrée. Donc c'est pas terminé. Oui, alors c'est toujours intéressant parce que quand on regarde vraiment où va la valeur ajoutée, elle va en grande partie évidemment aux salariés et puis elle va à l'État en très très grande partie et puis un petit peu à la fin aux actionnaires. D'ailleurs, quand l'État est actionnaire, il est le premier, lui, à être extrêmement, comment on dit, greedy, comme on dirait en français, gourmand, voilà, et être celui qui veut le plus de dividendes. Il faut juste dire que si vous voulez, quand vous êtes une entreprise, avoir les moyens de vous développer, vous faites appel à des capitaux extérieurs. C'est ça en fait, la
la bourse. Il y a ça ou l'endettement, si vous voulez. Et donc, il faut rémunérer d'une façon ou d'une autre les gens qui vous apportent des capitaux, sinon ils ne vous les apportent pas, quoi. Et le gouvernement français préfère l'incitation, à l'exemple de ce qui s'est passé avec Total, qui va faire un geste conséquent, on peut le dire, à la rentrée pour faire baisser le prix des carburants à la pompe. Oui. Alors, ça a été une négociation, en fait. D'ailleurs, l'État, je pense, a vraiment authentiquement réfléchi. Il a dit, bon, est-ce qu'on va imposer une taxe, ce qui était possible, hein. Et en fait, on n'était pas sûr de ce qu'on allait ramasser, hein. Les évaluations, ça peut être pour Total, par exemple, autour, je crois, de 400 millions. Enfin, c'est rien, on parle de quelques miettes, hein. Parce que le Covid, ça nous a coûté 200 milliards. Et là, le pouvoir d'achat, le paquet, c'est autour de 50 milliards. Donc, vous voyez, aller avoir quelques centaines de millions, on n'est absolument pas dans l'idée. Et là, le choix du gouvernement, ça a été, par la négociation, d'avoir un gain rapide et immédiat, visible pour le consommateur à travers une baisse à la pompe. Pour la petite histoire, disons toujours que quand vous payez 2 euros votre litre à la pompe, il y en a toujours 1 euro qui part dans les caisses de l'État. Et c'est l'État qui sert en premier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du pragmatisme ou de la prudence dans l'attitude du gouvernement français? On va connaître des mois difficiles l'hiver prochain, a priori, surtout en cas de vague de froid. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de se mettre les compagnies pétrolières à dos? Oui, je pense que déjà l'État s'est dit que la France collectivement avait plus à perdre qu'à gagner à un quick win fiscal, c'est-à-dire qu'un gain rapide de quelques centaines de millions. L'idée, c'est d'abord de continuer à faire que la marque France soit attractive, et on est attractif si vous avez la stabilité fiscale et la modération fiscale. Et puis peut-être aussi, on ne peut pas imaginer que Total dise à aucun moment ils vont dire je ferme le robinet parce que je vous aime pas vous Français, c'est évidemment pas la question. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de la collaboration, de la bonne volonté, puis des investissements de ces entreprises qui sont aussi pris dans un marché qui est très compliqué. Les raffineries, vous ne raffinez pas n'importe quel type de pétrole aussi. Donc ça fait que vous avez des investissements qui sont très importants et des dépendances contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter à court terme. Donc on a besoin des acteurs qui sont aujourd'hui sur le marché. Sur le papier, la crise énergétique devrait permettre d'accélérer la transition écologique. En pratique, ça va être plus compliqué puisqu'on manque d'électricité en France et notre transition, elle consiste à passer, en tout cas pour les véhicules, d'un modèle thermique à un modèle électrique. Le manque d'investissement, c'est un peu comme à l'école, vous savez, les impasses que vous faites qui s'accumulent et à la fin, ça devient un décrochage. On n'a pas investi... Là, vous parlez d'EDF. Oui, je parle d'EDF, effectivement. On n'a pas investi dans la modernisation. Pourquoi ? Parce que l'État, justement, a toujours été extrêmement gourmand, a préféré de façon assez paradoxale, parce que l'explication en philosophie morale et politique de l'État, c'est qu'il doit préférer le long terme au court terme par rapport à l'individu qui fait le contraire. Eh ben, c'est très bizarre, mais un État impécunieux, depuis quelque temps, il finit par faire le contraire, c'est-à-dire qu'il va chaque année essayer de voir comment arriver à boucler un budget difficile, il va raboter, on va pas investir, on va être extrêmement gourmand avec les pauvres entreprises publiques qu'à la fin on est obligé de sauver parce que évidemment on les a fait couler. L'autre sujet du moment, c'est le tarif des sociétés d'autoroutes. Clément Beaune, le ministre des Transports, est opposé à ce que les tarifs soient revalorisés l'an prochain. Pourtant, les tarifs, je crois, sont déterminés par une règle de calcul assez précise. Oui, en fait, les contrats sont très très précis. Alors, c'est tout le débat depuis longtemps. On dit que les contrats ont été mal faits. C'est possible. Dès qu'on aura l'occasion de les refaire, donc ça reviendra dans quelques années, on pourra les faire différemment et essayer de les fixer d'une autre façon. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a toujours cette idée en France qu'on va pouvoir avoir les meilleurs services publics sans en payer le prix. D'une façon ou d'une autre, il y a quelqu'un qui va devoir payer. Soit c'est l'usager, celui qui prend l'autoroute, et on n'est pas tous obligés de le faire, et on ne prend pas tous autant. Si vous partez pas en vacances, par exemple, vous ne payez pas. Soit c'est le contribuable. Et si vous êtes un contribuable, ça veut dire que vous payez quoi qu'il arrive, même si vous ne prenez pas l'autoroute. L'avantage du péage, c'est que les touristes étrangers le payent. En plus, c'est-à-dire que c'est un peu comme la TVA, c'est bien quand il y a des importations, parce que quand même, ça aussi, tu payes, et donc ça, c'est exactement positif. Il y a des investissements énormes à faire dans l'autoroute. L'autoroute va aussi devoir se moderniser énormément avec les changements technologiques liés à la voiture. Et finalement, avec la qualité qu'on a, il est normal de payer un peu plus. Le problème du péage, c'est que c'est un truc qu'on voit. C'est quelque chose qui est extrêmement visible, alors que la plupart des impôts, dont la TVA, qui est évidemment l'impôt qui rapporte le plus, il est relativement indolore parce qu'invisible. Voilà. Alors qu'en fait, il est évidemment plus important. Mais à un moment donné, quelqu'un va devoir payer pour ses autoroutes. Croire qu'en privatisant, en rendant plus public et en l'enlevant aux sociétés d'autoroutes, on paiera moins, c'est totalement, malheureusement, une illusion. La question se posera à la fin des concessions. Le calcul des tarifs des péages d'autoroute permet d'intégrer 70% de l'inflation. Est-ce que fondamentalement, c'est pas un peu choquant que les tarifs des péages autoroutiers soient indexés en partie sur l'inflation alors que les salaires ne le sont pas ?
à part le SMIC? Eh ben, alors c'est vrai qu'il y en a certains qui le sont. D'abord, le fait qu'il ne soit pas à 100%, si vous réfléchissez avec une grosse inflation sur 10 ans, ça fait qu'il y a un décrochage complet. C'est effectivement une des conditions des contrats qu'il faudrait probablement voir à terme. C'est pas totalement absurde parce que quand vous regardez l'inflation, il faut regarder du point de vue de l'entreprise, l'inflation de ses coûts. L'inflation, la plupart du temps, avant qu'elle soit dans le caddie du consommateur, elle est dans les coûts de production des producteurs. C'est-à-dire que eux, ils sont obligés de faire face à des achats qui sont plus importants. Et donc la logique, elle n'est pas totalement absurde, puisque si vous avez des achats plus des investissements à faire, il est logique aussi que vous essayez d'adapter vos prix. C'est pour ça que les gens finissent théoriquement par augmenter leurs prix. Ça fait l'inflation. Mais il y a quand même un sentiment assez répandu dans la population que les sociétés d'autoroutes se gavent. Oui, parce que malheureusement, c'est très difficile de faire la pédagogie, un peu comme pour Total d'ailleurs, de ces sujets qui sont relativement compliqués. Et puis d'ailleurs du modèle économique de la concession, qui est compliqué à comprendre, le fait que l'État va à la fin reprendre l'ensemble avec le matériel en bon état. Donc ça fait qu'évidemment il faut que l'opération soit intéressante sur le moment par les compagnies. Et puis encore une fois, c'est parce que vous payez sur le moment et vous avez l'impression que vous avez déjà assez payé. C'est un paiement que vous faites et qui est visible. Alors que si c'était l'État qui le faisait indirectement, vous ne le verriez pas, et pourtant ça vous coûterait peut-être indirectement beaucoup plus cher. Une dernière question, mais est-ce que l'État est forcément un bon gestionnaire? Emmanuel de Chypre nous parlait tout à l'heure de l'autoroute A15, je crois, qui est gérée publiquement et qui n'est pas en super état. Si vous faites la comparaison entre le réseau qui est concédé et le réseau non concédé, malheureusement, il n'y a pas photo. Celui qui est en très bon état, c'est le réseau concédé, peut-être parce que c'est les spécialistes qui savent évidemment gérer ça. Non, malheureusement, il n'est nulle part celui qui est partout, disait Sénèque, et c'est un peu le problème de l'État qui, s'étant beaucoup étendu, devrait essayer de se limiter à ce qu'il sait faire, être chef d'orchestre, guider, donner les bonnes incitations. On serait peut-être un peu plus efficace. Merci beaucoup Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens et professeur à l'Université de Bordeaux.